Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur ITV. Nous sommes vendredi 1er octobre. En début de journal, nous irons à la rencontre des chauffeurs et commerçants longtemps impactés par la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Les échanges entre les deux pays ont repris ainsi que les activités économiques. Le reportage de Ami Diouf dans quelques instants. Le programme d'urgence pour l'emploi des jeunes porte ses fruits à Kaolack. Plus de 800 jeunes viennent de décrocher leur premier emploi. Des contrats de 2 ans dans divers domaines. Adam Assar nous attend à Kaolack pour le point. Élection locale 2022, les partis et coalitions appelés à déposer leur caution dans 30 jours. La caisse de dépôt et de consignation a d'ailleurs ouvert les dépôts aujourd'hui, mais la polémique continue à propos du montant de la caution, 15 millions de francs CFA. Tout de suite, le développement. Alors, la réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée, très bien appréciée par les commerçants et chauffeurs. Ils ont maintenant repris leurs activités aux arrêts, je le rappelle, depuis septembre 2020. Une reprise timide, certes, mais l'espoir se dessine de jour en jour. Voyez ce reportage de Ami Diouf auprès de quelques chauffeurs et commerçants. La réouverture de la frontière sénégalo-guinéenne est source de bonheur pour beaucoup de ressortissants guinéens établis au Sénégal. Rue 25 de la Médina, point de départ de ces voitures en partance pour la Guinée-Conakry, la reprise des activités est fluide. Les clients viennent petit à petit. Nos horaires, c'est les lundis et les vendredis. Certainement, la situation va changer d'ici lundi. Depuis septembre dernier, nous attendons cette réouverture, car nous avons beaucoup souffert. Beaucoup de commerçants sont coincés en Guinée avec la fermeture des frontières. L'importation des marchandises redémarre dès lundi. Rendons grâce à Dieu. Je suis très content quand j'ai appris la nouvelle. Il ne devrait même pas avoir de fermeture de frontières entre le Sénégal et la Guinée, car nous sommes deux pays frères. Moussa Diallo est le vice-président des transporteurs guinéens. Selon lui, la frontière sénégalo-guinéenne ne devrait jamais être fermée. Les Guinéens sont contents, surtout les commerçants ainsi que les chauffeurs. Pour l'instant, les activités sont un peu fluides, mais on s'obtient. D'ici le lundi, Inch'Allah, après ça va les prendre, Inch'Allah. Avant l'ouverture des frontières, il y avait un peu de bagages là, mais on l'avait pris pour envoyer, comme l'habitude, vers la route de Mali-Bamako, après la Guinée. Mais d'ici l'ouverture, on a fait de mieux, ça va. Actuellement, il n'y a pas trop assez de commerçants ici. Les commerçants se trouvent en Guinée. Mais le lundi, ils seront là, ils vont acheter, après on repart lundi, Inch'Allah. Pour rappel, la frontière entre la Guinée et le Sénégal était fermée depuis 2020 sur décision de l'ex-chef d'État de la Guinée-Conakry. Alpha Condé invoquait des raisons de sécurité intérieure. La décision avait bouleversé les activités économiques entre les deux pays. Avec la reprise du trafic routier, l'espoir renaît entre les deux pays frères que sont le Sénégal et la Guinée. Et le débat sur les chiffres de la pauvreté au Sénégal se poursuit cette fois. C'est le délégué général à l'entrepreneuriat rapide qui prend la parole. Papa Amadou Sarr conforte la NSD dans son enquête qui révèle des réalités absolues. Papa Amadou Sarr rappelle aussi le rôle de la DER dans la lutte contre la pauvreté au Sénégal. Des propos recueillis par Ousmane Gueye. Je pense qu'il y a eu un malentendu, mais leurs chiffres n'a jamais été critiqué par le ministre ou aucun ministre d'ailleurs, parce que c'est une agence qui est autonome, qui est indépendante, qui a raison de dire que la pauvreté a augmenté au Sénégal de façon réelle et c'est normal. La Covid est passée par là et aussi la population a eu à augmenter de façon significative. Donc, de façon globale, nous pouvons dire que même si le pays s'est enrichi et qu'il y a eu des ressources supplémentaires, qu'il y a eu des investissements,
la pauvreté aussi peut s'accroître parce qu'il y a aussi un accroissement naturel de la population et notamment dans les contrées les plus reculées du pays, en milieu rural exactement. Mais ceci, pour moi, n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est les efforts que le gouvernement est en train de mettre en place dans des programmes d'équité territoriale, d'équité sociale comme l'ADER, le Promoville, le PUDC, les bourses sociales et le PUMA, pour vraiment, comme le veut le chef de l'État, accompagner les populations sénégalaises et faire de sorte que les richesses qui sont engendrées dans le pays soient réparties équitablement. Le chef de l'État pourrait-il vous mettre à contribution, je parle de l'ADER, comme outil de réduction de la pauvreté justement? C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, Ousmane, si on regarde le nombre de personnes que nous avons financées ou soutenues, qui ont eu à créer des activités économiques, on est à plus de 125 000 bénéficiaires. Chacun de ces bénéficiaires a une épouse, un époux, des parents. Et par ricochet, il y a un effet multiplicateur sur l'économie réelle. Quelqu'un qui s'endette à 10 millions de francs CFA, qui investit, qui a 10 employés, crée de l'emploi pour ces 10 employés, mais aussi crée de la richesse pour la famille de ces 10 employés. C'est là où il faut voir l'impact de l'ADER sur la réduction de la pauvreté. L'ADER, oui, est un instrument de réduction de la pauvreté. L'ADER, oui, est un instrument de lutte contre la pauvreté. L'ADER est un instrument de lutte contre le chômage, contre la précarité. Exclusive avec Papa Madoussar, délégué général à la DER, dans l'émission ITEC à suivre ce dimanche sur iRadio avec Ousmane Gueye. Au moins 850 jeunes de la région de Kaolack ont signé aujourd'hui leur premier contrat de travail d'une durée de 2 ans. C'est dans le cadre du programme Réundaouni lancé par Macky Sall il y a quelques mois pour atténuer le taux de chômage assez élevé quand même chez les jeunes. Adamassar et Astombaï depuis Kaolack. Plus ou moins après le lancement du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes Réundaouni, 859 jeunes sont recrutés dans la région de Kaolack. Je rappelle que chaque département a un quota et ce quota a été calculé sur la base de la population active, c'est-à-dire la population de jeunes du département à la recherche d'emploi. C'est ainsi que les départements de Guinguinéo, Nioro et Kaolack ont eu des quotas sur le recrutement spécial. Et aujourd'hui, nous voulons consacrer la signature exactement de 859 emplois dans les 3 départements. Sur le volet de la formation et des financements, 148 jeunes ont bénéficié d'un bon de financement sur un montant total de 59 millions de francs CFA. Il y a un important volet de formation et de financement. Nous voulons aussi ici à Kaolack consacrer le financement de 140 jeunes qui ont bénéficié d'un bon de formation offert par le FAFPT pour un montant d'à peu près 59 millions de francs CFA. Il y a aussi le financement des activités des jeunes pour que l'ADER a exécuté ici au niveau de Kaolack, du département de Kaolack, pour un montant de 9 900 qui va concerner 19 jeunes qui ont des projets. Ce qui est important dans ce programme, jamais dans l'histoire du Sénégal, on a eu un recrutement aussi massif. Mais jamais dans l'histoire du Sénégal, on a eu un recrutement territorialisé. Et tous ces chiffres que je viens de donner, tous ces recrutements que nous avons faits, nous les avons faits à partir des niveaux départemental de Kaolack, de Nioro et de Guinguinéo. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion était accompagné du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et du ministre de l'Économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diatara. Retour sur Dakar, des améliorations sont en vue dans la distribution de l'eau. La SONES démarre ses travaux de renouvellement des conduites. 316 km sur le réseau de Dakar 1 et 17 communes seront touchées. Seynabou Babou, explication. La SONES compte démarrer des travaux de renouvellement de 306 km dans la capitale. C'est dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable. Nous tous savons que dans certains quartiers, il y a énormément de difficultés pour accéder à ce liquide précieux à certaines heures de la journée. Mais également réaliser un renouvellement du réseau de distribution. Un réseau de
plus de 300 km. Alors pour d'abord amoindrir les pertes, mais également améliorer la distribution en eau. Des travaux qui seront effectués sur 30 mois, le gouvernement de Dakar magnifie cette initiative. Toutefois, il prévient que certaines perturbations seront notées lors de la réalisation du projet. Maintenant, un travail de cette envergure va certainement impacter le quotidien des populations parce que le réseau va se réaliser sur la voie publique certainement. Des problèmes de mobilité risquent de se poser. Des réseaux qui ne sont pas ceux-là de la SONES seront impactés, la téléphonie. Une large campagne de sensibilisation, de communication et d'information est prévue, ainsi qu'un plan de travail pour éviter le maximum de perturbations. Le directeur général de la SONES rassure. Comme vous venez de le dire, nous aurions à nous organiser, par endroit travailler le jour ou certaines heures sur certains points stratégiques, sur d'autres plus sensibles que la nuit, sur d'autres même peut-être que le week-end, et nous mettrons en œuvre et mobiliserons tous les moyens matériels et humains afin que ce projet soit une réussite. Pour assurer une meilleure distribution en eau potable, 35 000 branchements de comptes d'eau seront installés. 17 communes bénéficieront également de ce projet. Et le monde s'apprête à traverser une crise énergétique sans précédent. Gaz, pétrole, essence, électricité, plusieurs pays sont en rupture de stock en raison de la crise sanitaire. Selon le Dr Moussa Seydi, le Sénégal devrait s'attendre à une période assez sombre avec notamment une hausse probable du prix du carburant. Je vous propose de l'écouter avec Mme Abdougaye Kassé. Ce phénomène est tout à fait compréhensible parce qu'il peut découler en partie des conséquences de la Covid parce que d'une forme ou d'une autre, cette pandémie a beaucoup impacté sur la production, notamment en 2020 et bien sûr en début 2021 avec cette dernière vague qui vient de frapper de plein fouet beaucoup de pays, notamment les pays qui sont les fournisseurs du Sénégal et de l'Afrique de façon générale. Alors, est-ce que cela peut se répercuter sur les prix ou sur l'approvisionnement? Oui, sur l'approvisionnement parce que le Sénégal dépend en partie en termes de carburant, notamment essence et gasoil, de ces pays-là, d'une part. D'autre part, relativement à l'électricité, on peut être un peu plus optimiste parce que le Sénégal se fait fournir beaucoup plus par une compagnie qui opère dans notre pays. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau-là, on se situerait avec moins de risques. Ensuite, jusque-là, l'État du Sénégal est dans une approche de réduction des risques en, bien sûr, subventionnant une bonne partie des coûts de l'énergie. Donc, ce qui fait que, de ce point de vue-là, on est beaucoup plus sûr de pouvoir continuer d'approvisionner notre pays. Cependant, en termes de carburant, bien sûr, soit on va faire face à une rupture ou à une lenteur d'approvisionnement ou à des limites d'approvisionnement en termes de quantité, mais surtout aussi à des risques d'élévation des prix. Donc, ce qui fait qu'à la pompe, on risque effectivement d'avoir une légère hausse par rapport au prix actuel. Également dans l'actualité, le conseil départemental de la ville de Rufisque a sorti une résolution qui dénonce l'exploitation dite abusive des carrières par la Socosim. Les conseillers exigent la fermeture du canal qui risque d'avoir des conséquences désastreuses. Le porte-parole du maire de Rufisque, Amadou Sennion. Considérant le découpage arbitraire réduisant d'un cinquième le périmètre territorial de la ville au profit de communes frontalières, considérant le projet de fermeture du canal de l'Ouest, nonobstant les réserves sérieuses formulées par des experts avertis et les menaces liées à l'avancée de la mer,
considérant la boulimie foncière de la SOCOSIM exercée sur les réserves de la ville au détriment des générations à venir et l'impact insignifiant de sa RSE sur sa terre d'accueil, exige la restitution des terres de la ville conformément au décret 96-745 du 30 septembre 1996, demande une répartition non déstabilisante et équitable de la selle et une compensation du manque à gagner, demande une prise en charge des avis et réserves des experts sur la fermeture du canal, exige un audit foncier et écologique et une évaluation de la RSE de la SOCOSIM sur la ville de Rufisque. Lancé en titre les élections locales de janvier 2022, le paiement de la caution a officiellement démarré ce vendredi 1er octobre. Les partis politiques, les coalitions ou les listes indépendantes ont 30 jours pour déposer leur chèque de 15 millions pour chaque type d'élection. Précision, mais le montant de la caution est toujours source de polémique. Boubacar Dia. Ce 1er octobre marque le top départ des élections territoriales avec l'ouverture du paiement des cautions pour les partis, coalitions politiques ou listes indépendantes. Pendant 30 jours, ils sont appelés à s'acquitter du paiement de leur caution qui s'élève à 15 millions de francs CFA, 15 millions par parti, coalition de partis ou liste indépendante et pour chaque type d'élection municipale et départementale qui seront donc versés à la caisse de dépôt et de consignation à compter de ce vendredi. Et les candidats ont jusqu'au 30 octobre 2021 pour déposer leur chèque. Cette étape à la caisse de dépôt et de consignation avait suscité beaucoup de polémiques avec cette divergence des acteurs politiques sur le montant de la caution. Les propositions étaient variées entre partisans du franc symbolique et partisans d'une caution élevée pour empêcher la pléthore de candidats. La majorité présidentielle militait pour une caution à 20 millions pour chaque type de scrutin, autrement dit 40 millions de francs CFA pour les deux élections. Pour ces mêmes échéances, le pôle de l'opposition proposait beaucoup moins, 10 millions à raison de 5 millions par type d'élection. Le ministre de l'Intérieur avait finalement coupé la poire en deux suite au dialogue de sourds entre les différentes parties prenantes. Pour cette première expérience, Antoine Félix Diome a fixé la caution à 15 millions pour chaque type d'élection, une nouveauté puisque pour les élections locales, la caution n'a jamais existé. Merci beaucoup Boubacar Dian pour toutes ces précisions. Juriste doctorante en droit patrimonial de la famille à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la sénégalaise Aminata Souran Mbaye Diouf, 26 ans et la vice-championne du monde. Oui, ma thèse en 180 secondes qui s'est déroulée hier en France. Elle a travaillé notamment sur la transmission des entreprises familiales au Sénégal. Et là, je m'allais Cissé l'a joint tout à l'heure. J'ai comme sujet de thèse la transmission des entreprises familiales au Sénégal, sujet que j'ai eu à présenter au concours international ma thèse en 180 secondes tenu à Paris ce 30 septembre 2021. J'ai donc représenté le Sénégal et à l'issue duquel je suis sortie deuxième. Pour parler de mon sujet, il s'articule autour d'une meilleure assertion juridique de l'entreprise familiale qui est répandue dans le pays, mais malheureusement pas prise en compte par le législateur sénégalais. Je propose ainsi une meilleure intégration de la notion d'entreprise familiale dans le corpus juridique sénégalais et aussi la mise en œuvre de modes de transmission de ces entreprises au décès ou au retrait de leurs dirigeants. Le tout en m'inspirant des réalités économiques et sociales de mon pays, ce qui est déjà authentique parce que l'on a souvent tendance à copier systématiquement les modèles étrangers, notamment le modèle français. En tout cas, je remercie tout le monde, mes parents en premier, mes amis, mes promotionnaires, mes collègues qui m'ont vraiment soutenu pour arriver à ce sacre.
Alors, le Sénégal affronte la Namibie le 9 octobre prochain à Thiès. Une autre rencontre est prévue le 12 du même mois à Johannesburg. Des matchs comptants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur de l'équipe nationale Aliou Cissé au micro de Seiko Sidi et Sidignan. Parmi nos adversaires pour la qualification, c'est la Namibie qui a fait l'un des meilleurs départs. C'est une bonne équipe, ils n'ont rien à perdre. Une équipe en quête de performance contre le Sénégal. Nous allons bien nous préparer. Nous n'avons joué que 2 matchs. Rien n'est encore fait. Au regard des derniers matchs, l'équipe a gagné en expérience. Chacun doit continuer à lever son niveau de jeu pour l'intérêt collectif. foog naa ñaari ambition yooyu war na mën a tax ku nekk def si kéemtalaay kattan pour relever tamit ce niveau de jeu pour que ñu def ko ci contribution à équipe bi kéemtalaay kattan pour relever tamit ce niveau. Aliou Cissé a également précisé que Bouna Sarr n'a pas choisi le Sénégal par défaut. Le coach des Lions faisait allusion aux fausses déclarations sur l'international sénégalais. On l'écoute. Je crois que toutes ces questions-là font leur hésitation. Je peux vous garantir, je peux vous dire que je n'ai eu, depuis que je suis à la tête de cette sélection, à courir derrière un joueur, de supplier un joueur pour qu'il vienne jouer pour notre pays. Par contre, le travail que nous fournissons depuis quelques années, les résultats obtenus et la façon dont nos joueurs, en termes d'engagement, en termes de patriotisme, viennent défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, parle de nous-mêmes. À ce jour, je crois que, comme je l'ai entendu de gauche à droite, je ne crois pas que Bouna ait fait un choix par défaut. Je pense aussi que le fait qu'il connaît aussi d'autres garçons dans la tanière l'ont confronté à faire son choix de venir nous rejoindre. En attendant, nous sommes très contents de l'avoir avec nous, parce que c'est un bon joueur, parce que c'est un joueur expérimenté, mais du fait aussi que dans ce secteur-là, nous devons nous renforcer. Avec la blessure de Moussa Gueye, pratiquement 1 an, il n'a pas compéti. Il a repris la course que la semaine dernière. Et sur Sabali, sa blessure est en train de s'améliorer, mais on n'a aucune vision de quand est-ce qu'il sera opérationnel. Et Lamine Gassama qui reste sans club. Et nous sommes précisément à J-100 du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ne manquez surtout pas le magazine de la CAN qui démarre ce soir sur ITV avec Babacar Ndaoufay, Didier Bouba, Seiko Seydi, Cheikh Diop et toute l'équipe sport du groupe E-Média à suivre donc sur l'ensemble de nos supports. On enchaîne avec cette actualité internationale. Le chef de la junte au pouvoir depuis le qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment ce vendredi comme président pour une période de transition dont on ignore encore la durée. Mais il a assuré une fois de plus que ni lui ni aucun membre du CNRD et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Ils n'ont pas non plus l'intention de s'accrocher au pouvoir. La suite du journal. Alors, retour sur le Magal de Touba, célébré également au Gabon. Malgré la 3e vague de Covid-19, les talibés mourides ont quand même commémoré l'événement. Aziza Dewale Chandi nous en parle depuis Libreville dans Fenêtre d'Afrique. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV à travers le monde. Il nous plaît ce vendredi de revenir sur la célébration au Gabon de l'édition 2021 du Grand Magal de Touba, une édition 2021 qui, vous le savez, s'est déroulée en pleine 3e vague de Covid-19. Mais vous me poserez certainement la question de savoir pourquoi sur les images que vous voyez, il y a cette mobilisation, comme ça a été le cas à Touba Glace, un endroit où plusieurs dizaines de personnes ont été mobilisées sous des tentes pour
en ce qui concerne certains, lire les chassidas, pour d'autres faire des prières pour marquer l'événement, eh bien, ces personnes se sont donné la possibilité de se regrouper en cet endroit parce qu'elles sont majoritairement vaccinées. C'était la condition sine qua non que les autorités ont... C'était la condition sine qua non exigée par les autorités pour permettre d'aussi grands rassemblements. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu également des détachements des forces de l'ordre pour veiller au respect des gestes barrières, notamment l'utilisation du gel hydroalcoolique, le port du masque. On voit sur les images que tout le monde ne portait pas un masque, mais que certaines dispositions élémentaires ont été prises avec le lavage des mains à l'entrée des différentes tentes et également avant, mais aussi après les repas. Cette troisième vague de Covid-19 au Gabon est virulente, mais il n'y a pas eu de retour selon lesquels ce rassemblement religieux aurait été un accélérateur de contamination au Covid-19. Au Gabon également, le variant Delta, redoutable variant qui a fait des ravages en Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV.